Comme vous savez, la SPSG, c'est le lieu où on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord et c'est surtout, on va dire, en s'exprimant les raisons de pourquoi on n'est pas d'accord qu'on va progresser ensemble. Et c'est ce que je me propose de faire avec vous en partant sur le relativisme. Et la première des choses que je vous ferai noter, c'est que je porte une écharpe bariolée. Pourquoi? Parce que je suis relativiste. Vous pourriez vous dire: «Mais quel est le rapport entre cette écharpe et le relativisme?» Et la réponse est: il n'y en a pas. Mais pourtant, très souvent, les arguments des anti-relativistes ressemblent à peu près à ça. Et je vois que, mon cher Erwan est arrivé et je ne manquerai donc pas évidemment de répondre à certaines de tes interrogations. Ce que je vous propose de faire, c'est déjà de vous parler un petit peu de la genèse de, cette notice puisque en fait derrière, il y a un article de 25 pages, qu'il a fallu que, je condense, comme j'ai pu, et j'ai pas réussi à faire moins de 4 pages. Et avec les questions d'Erwan, en fait, l'article va faire 35 pages. Donc ça va être effectivement quelque chose, d'un peu compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est, on va dire une lecture simple, mais que je vais assortir de, quelques commentaires, du texte, afin que, on puisse, on va dire, regarder tout ça ensemble. Je vais commencer par le titre. J'ai intitulé ce texte «Relativisme, quand l'absolu se cache derrière le relatif». Et c'est une manière de dire que, on associe en général 3 choses derrière le relativisme. Premièrement, on confond avec une forme de scepticisme et deuxièmement, on le confond avec la relativité. Et un des enjeux, c'est justement de voir ce qui, n'est pas relativiste, ce qui n'est pas relatif et ce qui n'est pas sceptique. Et du coup, quand on n'est ni relatif, ni sceptique, en général, on est absolu. Et on va voir qu'on a des jeux étranges où, des gens qui, se disent, relativistes, en fait, prônent plutôt la relativité. D'autres qui prônent la relativité sont en fait plutôt absolutistes et on va essayer donc de voir quand l'absolu se cache derrière le relatif. Je commence ensuite par introduire, de façon, très, très, sommaire, hein, avec simplement 2 références alors que j'aurais pu en mettre quasiment 10 pages, le relativisme en disant la chose suivante: «Le relativisme ne laisse pas indifférent et fait même plutôt peur». On pense au dossier organisé par Boudon et Clavelin en 1994, c'était le pic de la discussion scientifique sur le sujet, ressuscité par Coste et ses co-auteurs en 2007. La première des choses qu'on peut noter, c'est que les personnes qui s'occupent, du sujet sont souvent moins des philosophes que des sociologues ou en tous les cas qui ont une forte fibre sociologique. On peut en outre être surpris de voir ici associer le relatif et l'absolu qui semblent être des pôles opposés du spectre. Pourtant, dès que l'on va encore plus loin et que l'on arrive au relativisme ou à l'absolutisme, nous sommes en présence d'un cas de pensée extrême. Et là, je citerai un autre sociologue, Gerald Bronner, où le suffixe en isme dénote un style de pensée, là je fais référence au concept chez Marie Douglas en 96, présentant une forme de radicalisation typique et qui, dans notre cas, est un excès. Comprendre ce qui est réellement à l'œuvre, quand il s'agit vraiment d'un excès et quand ça n'est point le cas, est l'enjeu du présent texte. On distinguera notamment deux compréhensions et problématisations du relativisme, la première sociale, la seconde cognitive, sachant bien sûr qu'il n'y a entre les deux aucune exclusive. En première partie, on va commencer justement par cette perspective sociale et la deuxième partie abordera le versant cognitif. Cette première partie, je l'ai intitulée «Lutter contre l'absolutisme, une réponse politique pour résister en relativisant socialement». J'ai essayé de donner, on va dire, le principe fondateur, du, relativisme comme mouvement social et on a trop souvent tendance à ignorer cet aspect, au sens où on prend les arguments pour argent comptant, sans justement les mettre en relativité dans leur contexte et voir l'utilité politique qu'ils pourraient avoir. Parce qu'il y a une étiquette clairement identifiée par un nom, relativisme, il est facile de croire que l'objet en question existe et est clair et distinct. Si l'on se pose toutefois la question de savoir quand et qui fait émerger le relativisme, on est surpris que fort peu de personnes historiquement ne revendiquent cette étiquette péjorative et sulfureuse, et quand certains le font, ce n'est que marginalement et bien tard dans l'histoire. En gros, pour faire très simple, sauf si on remonte aux sophistes, qui sont les premiers qui vont revendiquer l'étiquette relativiste, ce sont des sociologues et ce sont les partisans du programme fort. Alors, en sociologie, donc, c'est essentiellement Bloch et ses succédanés. Et comme j'avais très peu de place dans la notice, j'ai, fait l'impasse sur le sujet et ce sur quoi Erwan me tombe dessus avec fort juste raison. Mais tout ça pour dire que, le programme fort, en sociologie,
On n'est en général pas du tout d'accord sur l'interprétation du programme fort. Et ensuite, il y aurait une grande question à se poser qui est de savoir si le fameux programme fort est un programme réellement idéologique ou au contraire un programme en réalité méthodologique, même si ce qu'ils en disent ne correspond pas simplement à une forme méthodologique. Pourtant, ce qu'ils en font correspond à une forme méthodologique. Tout ceci ressemble fort au processus socio-classique des minorités opprimées, qui récupèrent une étiquette injurieuse dont on les a affublées pour arborer fièrement, sous forme de contestation provocatrice, comme marque d'existence affirmée, signifiant ainsi sa résistance active. Le processus à l'œuvre est donc d'abord à portée politique, bien avant d'être cognitive. L'étiquette relativiste, devenue une forme d'insulte académique, a d'ailleurs été construite comme un fourre-tout amalgamant. On cherchera en vain une unité de doctrine chez les relativistes qui ne se regroupent guère en congrès ou en parti politique. Erwan me dit bien entendu que j'oublie tout un courant qui est issu du programme fort et qui aurait fait une forme de doctrine relativiste. Et ce que je dis, c'est qu'ils vont faire une doctrine relative, mais pas nécessairement relativiste, mais on laissera ça pour les questions. Quelle est la fonction de ce fourre-tout amalgamant, créé par ses détracteurs, donc ses opposants? C'est celle d'un repoussoir ou d'un épouvantail, avant même qu'un quelconque courant relativiste ne soit potentiellement constitué. On n'a pas attendu Bloor et le programme fort pour taper sur, entre guillemets, les relativistes. On a une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claudine Tiercelin, qui faisait justement une communication dans un congrès il y a quelques années sur la théorie de la relativité d'Einstein, qu'on accusait d'être relativiste, là où elle dit qu'il est absolutiste. On va essayer de préciser aussi un petit peu le sens de ces mots pour comprendre de quoi il s'agit. En tous les cas, c'est bien les opposants ou les contestataires ou ceux qui y voient un risque qui vont créer la figure du relativisme en termes de repoussoir et d'épouvantail. C'est un procédé politique classique, une rhétorique partisane opportune, puisque, n'ayant naturellement pas de représentants attitrés, les relativistes ne seront guère défendus et pourront ainsi porter le chapeau en devenant de parfaits boucs émissaires pour les maux de la société ou de l'académie, dont on choisira de les affubler à tort ou à raison. Mais ceci est une toute autre histoire cognitive. Contre quoi donc ceux au pouvoir ont-ils ressenti le besoin de se défendre préventivement? Qu'attaque donc le relativisme érigé en doctrine hérétique? En réalité, ils savent tout simplement les fondements nécessaires à l'existence d'une hiérarchie, ce qui ne risque pas de plaire à ceux en haut de la pyramide et ne risque pas de déplaire à ceux qui se trouvent en bas. On attribue au relativisme, constitué en position théorique à abattre par ses adversaires, le principe suivant: tout se vaut. Et on verra qu'en fait, tout se vaut. Toute la question, c'est de qu'est-ce qu'on met dans le tout? Et en fait, à quel niveau, à quel plan on se place? Et un des arguments majeurs de cette notice, c'est de vous proposer 3 plans d'analyse qui nous permettent de voir 3 niveaux de relativisme et qui n'ont évidemment pas du tout le même sens. Ce principe, tout se vaut, est alors facilement utilisable socialement pour contester toute inégalité de statut, en particulier quand il s'agit de l'existence d'une forme de transcendance ou d'absolu. C'est le point de départ qu'on a par exemple dans l'ouvrage de Boudon et Clavelin. Il s'agit donc d'un argument pour lutter et militer pour plus d'égalité et moins d'hierarchie, autrement dit, d'un travail de désinstitutionnalisation largement mis en évidence par l'anthropologie de Douglas. En gros, ce que nous dit Marie Douglas, c'est qu'au centre de la société, on va avoir des hiérarchistes conservateurs, on va avoir des individualistes entreprenants, et qu'à la marge, on va avoir des mouvements sociaux plutôt de type clanique, des égalitaristes sectaires, comme elle le dit, dont le principe, c'est donc égaliser, niveler tout, ce qui est une manière de contester évidemment le centre de la société. On peut dire que le relativisme, comme attitude plutôt que doctrine, sera politiquement utile dès qu'il faut lutter contre l'absolutisme. Pourquoi je précise comme attitude plutôt que doctrine? Parce que l'idée n'est pas forcément de penser que des agents politiques croient ce qu'ils disent, mais que, à tout le moins, ils ont une capacité à utiliser de façon rhétorique ce qu'ils disent pour faire avancer un certain nombre d'intérêts politiques, notamment contre l'absolutisme. Absolutisme à comprendre ici, non pas comme il existerait des choses dans l'absolu, ce qui est l'argument de Claudine Tiercelin, mais plutôt comme le fait que nous avons une hiérarchie absolue, et cette hiérarchie, très trop sûre d'elle-même, postule évidemment qu'elle ne saurait jamais être remise en cause parce que son fondement lui-même est absolu. Autrement dit, c'est une rhétorique qui propose un argument mythique, et cet argument mythique sert alors à justifier rhétoriquement une forme de stratification sociale se voulant définitive.
Et c'est mon argument principal dans cette partie. L'attitude relativiste va venir radicalement aplanir la hiérarchie pour égaliser tout le monde socialement et donc niveler à partir du plan ontologique, et ça c'est mon argument principal, en contestant une transcendance qui empêche une réalité de comparer, en réalité pardon, de comparer puisqu'elle écrase définitivement tout, ce qui empêche tout travail épistémique ultérieur, stabilise l'institution, sauf à chercher à la délégitimer, autrement dit mettre en cause son évidence apparente, pardon. Autrement dit, il y a conflit d'intérêts et ce relativisme ontologique est utilisé comme solvant politique et social. Le relativisme présente toutefois des variétés et ne saurait se limiter à ce seul plan, notamment dans le monde académique. J'en arrive à ma deuxième partie que j'ai intitulée Lutter contre la radicalisation de la connaissance. Et là, j'aurais beaucoup à dire sur la radicalisation de la connaissance et c'est sans doute là où il y aura le plus de débats féconds. Et j'ai donné une forme de sous-titre, une réponse cognitive pour résister à l'erreur, travail scientifique usuel, mais aussi accepter la contingence en relativisant cognitivement. Ce terme de contingence qui va avec relatif, qui va nous donner relativiser, mais relativiser ne veut pas dire relativisme. D'ailleurs, il y aurait une très grosse question sur qu'est-ce qu'on met dans la définition du relativisme, et évidemment ce qu'on n'y met pas. J'ai pris les acceptions classiques et je l'admets très volontiers, je n'ai clairement pas pris part à la définition du relativisme issue du programme fort de Bloch ou de ses succès d'année. Et pourquoi? Parce que, ce dont on parle est un phénomène qui est beaucoup plus ancien, et donc entre guillemets, je les juge trop récents pour avoir le monopole de la définition. Le monde académique est bien connu pour ses controverses, dont l'objectif est de faire avancer le débat en produisant de façon collaborative de la connaissance nouvelle, ce qui ne veut pas dire que cela se fasse sans querelle ni conflit, ceux qui cherchent restant des êtres humains. Toutefois, l'Académie postule un petit nombre de normes épistémiques incontestables et qui viennent fonder toute recherche scientifique. Toute personne venant niveler la vérité ou la justification, par exemple en utilisant le à chacun sa vérité du sophiste Protagoras, qui affirme le primat de la croyance, peut alors légitimement être qualifié de sophiste. Il produit un discours de façon rhétorique, mais non plus de chercheur à visée scientifique, puisqu'il ne souscrit justement pas à l'éthique scientifique incarnée par les valeurs épistémiques en question. La recherche scientifique doit alors expurger les discours émanant de ces relativistes épistémiques si elle veut protéger son travail épistémique rigoureux qui mène vers la vérité au moyen d'une justification logique ou rationnelle. Je fais une parenthèse ici en disant que quand on regarde notamment Couche et ce que dit Couche, en réalité, il est parfaitement d'accord avec le fait que l'on peut aller vers une forme de vérité, même si on n'y atteint pas forcément, ou qu'elle peut dépendre du système de justification, mais en tous les cas, cette possibilité existe, ce qui fait que dans ma définition, Couche, par exemple, n'est pas relativiste. Toute affirmation qui consiste à dire que la vérité n'existe pas ou qu'il est impossible de s'en rapprocher est antiscientifique par essence. Plan ontologique. Le travail épistémique qui en découle ne peut venir que polluer le processus par une rhétorique mobilisable dans le débat public afin de bloquer certaines directions et d'empêcher l'adversaire de conclure et de clore le débat. Et c'est très souvent l'argument des sociologues des sciences de dire, issu du programme fort, toujours que il y a quelque chose, il n'y a rien qui permettrait de clore le débat. Ce n'est pas ce que donne évidemment une version, on va dire, usuelle, normale de la science. Leur conclusion, ce que vous dites n'est pas plus vrai que ce que nous disons nous, c'est notre vérité. Et du coup, c'est votre vérité. On a changé de plan, on n'est plus sur le plan ontologique, on est bien sur le plan épistémique. Le débat n'est plus alors de nature cognitive, c'est-à-dire scientifique, mais en réalité de nature sociale, c'est-à-dire politique. On est partisan de l'absolu de la croyance, qui se cache ainsi derrière le relatif, par opportunisme rhétorique, plutôt que d'argumenter de façon plus franche sur le type de société que nous voulons vraiment voir. C'est un des arguments forts de l'anthropologie de Marie Douglas. Le mélange des genres, idéologie et scientifique, est une aberration logique. Est-ce que la science est censée être porteuse d'une quelconque idéologie? Certaines personnes ne sont pas d'accord, mais la question c'est, une fois qu'on a une définition simple du projet scientifique, la conclusion que j'en tire en vient logiquement. Toutefois, il serait malhonnête intellectuellement d'affirmer que tout travail épistémique à vocation scientifique débouche toujours sur la vérité. Car l'absolutisme académique, une forme d'impérialisme, existe également. Si par hasard on était dans un contexte d'évaluation HCERS,
on pourrait avoir une parfaite illustration du projet. Il porte le nom de scientisme. Son trait le plus commun dans l'académie moderne, et particulièrement en sciences de gestion, est non plus d'absolutiser la vérité, mais au contraire, absolutiser la justification. Cette justification ne pourrait être légitime et donc valable que si elle respecte certains canons méthodologiques. On a cette idée très souvent dès que l'on est en prise avec une forme d'audit. C'est critère même de la scientificité. Autrement dit, les critères de scientificité se trouveraient dans la méthode inscrits en dur. On sait très bien en sciences de gestion qu'on pourrait qualifier ce style de pensée de méthodologisme, si ce n'est de méthodolatrie. Ces deux auteurs assez célèbres, hein, Corley et Gioia, qui en 2011 inventent ce terme de méthodolatrie pour fustiger un certain nombre de problématiques qu'on voit notamment dans nos revues académiques 4-5 étoiles, comme on voudra. Ce n'est pas telle ou telle façon, unique ou uniforme, si ce n'est uniformisée, de récolter les données et de les traiter, qui fera de la connaissance produite une connaissance scientifique dans l'absolu. Mais la rigueur du travail épistémique, qui doit notamment s'adapter à son contexte, c'est d'ailleurs l'un des critères de l'intelligence, plutôt que de nier ce contexte ou de le masquer, ce qui serait une forme de dissimulation. Cette idée n'est guère moderne, elle a été clairement identifiée par Bachelard, notamment en 1927 et 1938, ce dernier affirmant que devant un nouvel objet, c'est toute la science qui doit changer. Si l'on traite toute façon statistique, c'est-à-dire par une méthode quantitative, on a en réalité nivelé les données dès leur recueil, ce qui les rend comparables au prix d'un lit procuste réducteur, s'interdisant du même coup d'en connaître ce qui a été expurgé quantitativement, autrement dit, ce qui leur est propre, ce qui leur est spécifique. On pourrait même dire que utiliser la méthodologie statistique est une forme de relativisme. D'autres méthodes nous permettraient d'en apprendre plus sur l'objet. Toutefois, clairement pas avec le même niveau de généralité, et en étant pourtant tout aussi capable de mettre en évidence de la causalité. Du point de vue du travail épistémique, ces autres méthodes, regroupées usuellement dans une appellation elle aussi fourre-tout de méthode qualitative, sont donc tout aussi valables, ce qui mène à un troisième niveau de relativisme, le relativisme méthodologique. On peut ainsi écrire un ouvrage contre la méthode et affirmer que tout est bon dans ce cadre méthodologique. C'est ce que je retiens, en tous les cas, de l'ouvrage de Paul Feyerabend en 1975, sans qu'il y ait un quelconque besoin que ce relativisme s'étende de façon anti-scientifique au plan épistémique, ce que les détracteurs de Paul ne manqueront pas de faire en réponse à sa provocation, destinée à les réveiller de leur sommeil dogmatique. L'idée au fond de Feyerabend est de faire feu de tout bois pour explorer et montrer que c'est ça qui est épistémiquement fécond, là où une méthodolatrie contribuerait en réalité à stériliser la science. Si Fleming avait appliqué les canons méthodologiques à la lettre, il n'aurait jamais découvert la pénicilline car alors il aurait été obligé de jeter ses boîtes de pétri avant de pouvoir les étudier, avant d'avoir le droit, méthodologiquement, de les étudier. En réalité, toute méthodologie peu orthodoxe, elle l'est peu orthodoxe au moins pour l'instant, elle pourra être éventuellement généralisée plus tard, permet un travail épistémique rigoureux ultérieur. Je note le mot ultérieur, c'est-à-dire conscient de ses propres limites. La question est donc de moins de savoir si ça marche que dans quel cas, au pluriel, ça marche. Et donc dans quel cas cela ne marche pas. C'est dans ces derniers cas que la méthode s'avérera stérile et donc inutile pour le projet scientifique. Le désordre qui va avec justement, par exemple, le bruit statistique et qu'on cherche à évincer, on va dire, avec par exemple les méthodes quantitatives, n'est en réalité pas un problème et il a une véritable place scientifique. Toujours pour citer Boudon, en 84, qui nous avait commis un magnifique ouvrage s'intitulant La place du désordre. Tout comme l'idée que tout discours de la méthode n'est qu'un discours de circonstance, une vieille idée de Bachelard énoncée en 1938. Comment conclure sur le sujet du relativisme? Premièrement, par le fait que c'est par une prise en compte du relatif, c'est-à-dire du fait qu'il existe des variétés, du contexte, des caractères spécifiques, etc., que la science continue d'avancer en étendant progressivement sa théorie vers de nouveaux phénomènes qui n'y rentraient point précédemment, contribuant ainsi à augmenter sa généralité, ce que Bachelard, toujours le même, qualifiait dans les années 40 de philosophie du non. Toutefois, c'est le principe de toute théorie de la relativité que de chercher ce qui n'est pas relatif, et donc au-delà du relatif, un invariant, appartenant usuellement à un plan ontologique, un axiome que l'on pourrait qualifier d'absolu. Je vous ai parlé très vite de l'article de Claudine Tiercelin. En substance, en réalité, elle dit à peu près ça.
L'idée, c'est que le relativisme, qui peut être une forme d'excès, nous pousse à étudier ce qui est relatif, et ce qui est relatif est intéressant. Mais étudier le relatif n'est pas d'étudier le relatif pour le relatif, ce serait du spécifique. Il va falloir l'intégrer dans une démarche plus grande, qui consiste à chercher un invariant théorique, et c'est la raison pour laquelle je fais la comparaison avec la relativité d'Einstein, où la vitesse de la lumière est par exemple considérée comme une constante, c'est-à-dire qu'elle n'est relative à rien. Donc Einstein débouche bien sur un invariant qu'on peut qualifier d'absolu, et qu'en fait c'est le principe même de toute forme de théorie de la relativité. Problème, cet invariant est un axiome, et un axiome, ça ne se prouve pas, puisqu'on postule qu'il est vrai. On peut au mieux le réfuter, et si c'est le cas, on doit changer d'axiome. Donc on a ici un paradoxe au niveau ontologique et l'emmêlement des niveaux ontologiques et épistémiques, où l'axiome ne se prouvant pas est postulé vrai, ça c'est le niveau ontologique, sauf que il peut être réfuté par les faits. Je peux postuler que tous les signes sont blancs, il suffit que j'exhibe un signe noir, et évidemment mon axiome est réfuté. Donc si c'est le cas, on doit en changer. C'est la même démarche que l'on retrouve à l'œuvre en sciences de gestion avec la théorie de la contingence. Et, historiquement, avec un jeu d'aller-retour entre l'absolu, une théorie trop forte, toutes les structures seraient absolument déterminées par une seule variable de contingence, au choix la technologie, au choix la culture, au choix l'environnement, etc. Ces théories trop fortes nous permettent, par leurs erreurs, de comprendre qu'en fait, il y a du relatif là-dedans. C'est-à-dire que ça dépend, et la grande question, ça va être, ça dépend de quoi? Bah, peut-être que ça dépend justement de la stratégie, de la culture, de la technologie, de l'environnement, voire de la structure de pouvoir interne, dans le cadre de la théorie de la contingence structurelle. Ici, le relatif est une contestation de l'excès en vue d'une correction de la théorie pour moins de fausseté. Ainsi, le relativisme ontologique est recommandable en principe, c'est de la réflexivité, même si en pratique, il n'a de sens que par exception. On retrouve l'opposition kuhnienne entre sciences normales et sciences révolutionnaires, ou la catosienne entre programmes de recherche féconds et dégénérescents. Le relativisme épistémique est quant à lui inacceptable scientifiquement, car si toutes les croyances se valent, et je précise bien que c'est compte tenu de la définition historique du relativisme que j'utilise, qui est d'ailleurs la même que celle de Claudine Tiercelin, que si toutes les croyances se valent, il n'y a même plus de possibilité du projet scientifique, donc d'esprit critique. Et en pratique, toutes les croyances ne se valent pas, puisque certaines sont avérées fausses. Enfin, le relativisme méthodologique devrait être la norme en pratique. Toute méthode qui apporte des choses nouvelles et permet un travail épistémique rigoureux est bonne à prendre. C'est une forme de pragmatisme. Car une méthodologie n'est pas une ontologie. Et cette petite phrase que j'ai retrouvée chez un grand professeur de droit me semble être d'une importance cruciale. Le relativisme n'est donc problématique qu'à certains niveaux, lorsque la mise en avant du relatif cache ou dissimule en fait une forme d'absolutisme opportuniste. Au final, si on dit qu'une théorie est mauvaise, mauvaise pour qui? Mauvaise pourquoi? Mauvaise pour quelle raison? Avec un S. Je vous remercie de votre écoute. Alors, c'est toi qui as le micro. Mon cher Baptiste, Bon son. alors, comment est-ce que j'autorise Baptiste? Non, est-ce que... hop. Et donc, moi, il faut que je mette mon son à Turbulator 5. Est-ce Mon que cher, tu m'entends, Laurent? je t'entends très bien. Parfait, merci. Alors, je suis un peu mal à l'aise dans le commentaire des deux textes cet après-midi parce que, non, absolument pas pour ce qu'ils contiennent, mais pour l'objectif qui est visé, c'est-à-dire celui, me semble-t-il, d'un dictionnaire critique des sciences de gestion. C'est bien comme ça que s'appelle ce projet, c'est ça. Donc je vais te donner mes commentaires, mais il faudra que tu fasses toi-même le tri entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Et je te propose de procéder en deux temps, c'est assez simple. D'abord des remarques dans l'ordre de ton texte, et ensuite quelques remarques plus générales qui en fait sont des questions, mais je crains qu'elles n'ajoutent des choses à un texte qui est déjà trop riche. Bon. Ma première remarque, Laurence, c'est que tu alternes entre les majuscules et les minuscules dans ton texte, et s'il y a une raison
spécifique, je pense qu'il faudrait l'inscrire en note de bas de page pour éclairer le lecteur. Ouais. Ça, c'est question vraiment de pure forme et de pédagogie. Ma deuxième question, c'est que tu termines ton introduction en soulignant 2 formes du relativisme. Et j'aurais voulu savoir si en fait tu en exclus d'autres formes ou si tu juges que finalement le relativisme social et cognitif forme un ensemble complet et qui épuise toutes les formes de relativisme. Et donc je pense que tu pourrais justifier ce que tu exclus. Voilà. Encore une fois, c'est de la pédagogie. Il y a rien, c'est pas du fond. Ouais. Baptiste, est-ce que tu m'autorises à répondre au fil de tes questions? Ah oui, oui, bien sûr, Tu vas-y. préfères faire toutes les questions et je réponds Non, 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 après? vas-y, Laurent, vas-y. Puisqu'en fait, ta première et ta deuxième question sont, pour moi, elles sont parfaitement liées. Donc, c'est pourquoi mettre une majuscule au début du mot? C'est pour montrer qu'ici, on a une position qui s'érige en doctrine. Donc, par rapport à ce que j'ai appelé la latitude, où l'attitude va avoir plutôt une minuscule. Ensuite, je ne me suis pas prononcé sur la question que tu poses, puisque ce que je dis, c'est peut-être un peu subtil, mais c'est qu'il y a une compréhension et une problématisation et qu'il y en a 2 grandes, qui sont effectivement, l'une vers, le versant politique et l'autre vers le versant cognitif. L'idée, c'est pas de prétendre qu'elles épuisent le réel. En revanche, c'est de dire qu'elles sont centrales dans les débats qu'on a sur ces sujets. Donc si, je fais une réduction quantitative de ta question, quel est le pourcentage de la variance que j'explique par, effectivement, ces, 2, positions? Et ma réponse sera un bon nombre. Voilà, ça reste parfaitement flou. Alors, oui, je suis à présent un petit peu avant le début de ta deuxième partie, là où finalement tu conclus sur ce point fort qui fait référence à la transcendance. Disons comme le rôle de l'aplanissement du relativisme. Et tu en conclus que finalement le relativisme... Ah non, j'ai mal compris en fait. Tu abordes la question de la comparaison. Alors, excuse-moi, j'ai mal compris. En contestant une transcendance qui empêche en réalité de comparer. Donc c'est la transcendance qui empêche de comparer et non pas le relativisme, c'est ça? Absolument. Oui. Mais Ouais. là où justement tu fais une connexion qui est bien implicite dans mon texte, c'est l'idée que aux extrêmes, en fait, les extrêmes se rencontrent. C'est-à-dire que si je dis que tout est relatif et qu'il n'y a pas de transcendance, en fait, c'est une position qui n'est pas transcendante parce qu'elle a l'air d'être immanente, mais qui est une forme d'absolu. C'est pour ça que j'ai cité en introduction la pensée extrême. Et que si on tombe dans un extrême d'un côté, en fait, on a un extrême symétrique, mais que les deux, du coup, sont, on va dire, justifiables des mêmes mécanismes et donc traitables en principe de façon Ouais. identique, alors qu'en apparence, ce sont des pôles opposés du spectre. Dans ce cas, tu ne considères pas l'étalon de mesure comme une transcendance? Non. Je pense que ça Et vaudrait peut-être la peine de préciser ce que j'appelle transcendance parce qu'on pourrait le rapporter à tellement de choses. Et en je l'occurrence, comprends ce que tu dis et je suggère pour le dictionnaire sous la férule du coordinateur et porteur de notre projet, notre cher ancien président Johan, que nous puissions inclure une nouvelle notice qui transcendance. porterait sur le sujet transcendance. Une des Alors, manières dont j'ai eu de l'écrire, j'avoue, j'ai pensé en hypertexte, hein. oui, C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de d'accord. mots que je n'ai surtout pas cherché à définir, mais parce que déjà que je suis trop long avec ce texte, donc sinon Alors, en je fait, partais à là où ça rallonge. m'a troublé, et c'est pour ça que j'ai eu un problème de compréhension, enfin, mais, en fait, non, j'ai projeté trop de choses, j'ai pas lu, j'ai lu trop rapidement ton texte, mais tu l'as envoyé très tard. Absolument, et je m'en C'est excuse. que, la critique de la hiérarchie fait immédiatement écho à une critique du platonisme, et que précisément la notion d'idée qu'introduit Platon, euh, par le biais de la participation, est une mise en relation.
et donc n'est pas un absolu. Et donc c'est pour ça que il me semble que, mais bon, c'est donc une autre entrée, cette question de la transcendance. Ok. D'ailleurs, l'absolu, c'est l'absence de lien, au sens étymologique, et il me semble que ça pourrait être mis en rapport avec tes développements. C'est pour ça que j'utilisais l'expression de solvant Oui, politique et social. Mais ce qui est tout à fait. intéressant, c'est le lien entre l'absolu et le dissolu. Ouais. Ensuite, je crois que Erwan a consacré un article au méthodologisme en 2015, et que tu pourrais le citer à cet endroit, puisque tu cites d'autres auteurs pour la méthodolatrie. Ça, c'est pas de la flagornerie, hein, Erwan, Je suis d'accord. c'est ça. Voilà, on a un collègue qui a travaillé, qui a souligné ses excès en méthodologie. Je pense qu'il faut l'inclure dans la bibliographie. J'en reviens à la conclusion, et quand tu as abordé la théorie de la contingente, je me suis dit, mais encore une fois, là, c'est une remarque naïve parce que je ne perçois mal le positionnement de ce dictionnaire. Et je me suis dit, bah, enfin, Laurent fait référence à une théorie de sens de gestion, en l'occurrence la théorie de la contingence. Et donc, une des questions que je poserai après, en fait, c'est la place des sens de gestion dans ton texte. Mais bon, il faut que je laisse pour après. Et le paragraphe suivant, bah, j'ai trouvé en fait, une clarté pédagogique qui m'a fait penser qu'il pourrait être presque dans l'introduction. C'est-à-dire que cette différence des niveaux de relativisme ontologique, épistémologique et méthodologique, finalement, je crois, c'est le nerf de la guerre de ton argumentation, situer ou déterminer le niveau du relativisme. Et je crois que tu pourrais l'annoncer avant pour peut-être mieux guider ton lecteur. Et je dis ça d'autant plus que maintenant, je comprends bien que tu as écrit 30 pages et que tu es en train de faire une synthèse. Mais en fait, ça pose aussi le problème qu'une notice, c'est peut-être pas une synthèse d'un article de 30 pages. Mais bon, je reviens à mes remarques générales. Parce que tu as des problèmes de taille en fait, dans ton texte. À un moment donné, je me suis demandé, mais c'est peut-être radical, hein, est-ce que la première partie est nécessaire dans un dictionnaire critique des sciences de gestion? Voilà. Et Je la pose je pense que telle. la réponse est oui. Et dans ce cas, moi je trouve qu'il faut peut-être. Alors, je me doutais que tu allais répondre oui. Dans ce cas, il faut peut-être introduire des personnages de l'histoire du management qui ont défendu la hiérarchie et d'autres qui ont combattu la hiérarchie pour mettre en scène, Mhm. dans le champ des sciences de gestion cette dualité entre absolu ou hiérarchie et relativisme. Et moi, j'ai un nom qui me vient en tête, c'est Fayol. Oh, moi, je t'en propose un autre, c'est Ford, parce que on va faire Ford contre la General Motors et Sloan, puisque c'est les deux qui Voilà. vont avoir des Oui, bah, par philosophies de la exemple, oui. décentralisation opposées, et Voilà. ça permet comme Donc, ça d'avoir au même moment les deux pôles. évidemment, ce que je te dis, ça fait encore ajouter des lignes, mais il me semble qu'il y a une question de positionnement, en fait, par rapport à la destination de ton texte. Mhm. Bon, tu as justifié le fait de ne pas t'apesantir sur les sophistes. Moi, je trouve ça dommage, mais bon, en même temps, voilà, c'est comme ça. Et enfin, une question plus générale, mais là, je m'en remets également aux superviseurs et conducteurs des travaux. C'est est-ce que ces notices doivent prendre une forme d'essai? Parce qu'en fait, c'est un essai que tu as proposé. Ce qui est Euh, conforme aux conditions d'écriture qui ont été d'accord, données en consigne, puisqu'il y a très bien, très bien. deux consignes d'écriture qui sont données. Une, c'était premièrement, la notice doit défendre une thèse. Donc, on va dire que D'accord, c'est pour ça que tu me dis c'est un essai, c'est tout à fait c'est le cas. d'accord, d'accord, très bien. Et deuxièmement, qu'on était censé rappeler les fondamentaux à la fois dans le plan philosophique, mais sans s'y appesantir, et à la fois en gestion. Et donc, j'ai Bon, alors, essayé dans ce de cas, souscrire vous savez, pour le deuxième point, ces deux Laurent, je consignes. pense. Ouais, non, mais pour le deuxième point, je pense quand même que les sophistes mériteraient une place plus conséquente, parce que s'il faut rappeler les fondamentaux, euh, ça me paraît incontournable. Bon, voilà. Tu nous proposes une notice, Baptiste, j'ai bien compris.
Voilà, moi j'ai terminé, donc encore une fois, je ne sais pas si toutes ces remarques étaient adaptées ou non à l'exercice, mais peut-être qu'elles permettent de Si, si, lancer elles sont très intéressantes et je t'en le débat. remercie. Et tu avais laissé une question en suspens qui était autour de la théorie de la contingence, en fait. Est-ce que tu peux préciser le contour de ta question Ah sur non, le non, non. sujet? En fait, c'est pas une question sur la théorie de contingence, c'est une question sur la place des sciences de gestion dans ton texte. Voilà, C'est c'était ça. le dosage en fait, le dosage. Voilà. Et la réponse est que tout dépend du travail épistémique, mais du travail épistémique appliqué à notre discipline. Donc, en gros, ma première partie explique, on va dire, des écueils usuels du travail épistémique. Et ceux qui sont en général, selon moi en tout cas, à côté desquels on passe et qui en fait structurent le débat. Et donc pour des raisons autres que celles que on pense, et donc des gens essayent de répondre de façon logique à des arguments qui sont en fait politiques, et je dis on se trompe d'exercice. C'est en gros ça, pour faire très simple dans la première partie. Et une fois qu'on a compris ces enjeux politiques, on peut ensuite déblayer et appliquer, on va dire, à notre champ. Et c'est le principe de ma deuxième partie. Mais oui, je vois bien, mais donc tu en restes bien au niveau des principes. Et, mais bon, encore une fois, c'est une question, c'est pas un reproche, c'est dans les notices de ce dictionnaire, quel dosage on donne à la présence des sciences de gestion, sachant qu'évidemment le corpus épistémologique des sciences de gestion n'est pas développé et qu'on est bien obligé d'aller puiser ailleurs pour rédiger ces notices. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? On se lève. Vous avez? Oui, bonjour à tous. Merci pour la présentation et les commentaires également de Baptiste. Je me permets juste une suggestion, mais je rejoins Baptiste en fait dans sa remarque sur les sophistes par rapport au relativisme et qui donne sans doute aussi la réponse à la question comment l'introduire davantage dans les sciences de gestion. Vous aviez à un moment, Laurent, dans votre présentation, dit Protagoras a dit à chacun sa vérité. Je serais curieux de savoir où Protagoras a dit ça. Je ne crois pas qu'il y ait une phrase de genre. Protagoras a dit que l'homme était mesure de toute chose. Donc il introduit quand même ce qui est majeur pour une réflexion sur le relativisme, la question de l'homme mesure. Et, euh, et les travaux, les réévaluations qui ont lieu notamment au XIXe siècle, je pense aux travaux de Groth sur Protagoras, peut-être nous donnent des éléments intéressants qui nous amèneraient à peut-être creuser les débuts du relativisme, notamment chez certains sophistes, à savoir que Protagoras, lorsqu'il défendait l'idée que l'homme est mesure de chaque chose, l'idée de l'homme mesure, il le faisait en s'adressant aux citoyens athéniens, et avec une visée qui était essentiellement politique, qui était de reconnaître la liberté, la possibilité de tous à participer au débat public. Donc il s'intéressait à la question de l'eubolia, hein, du conseil, du bon conseil pour diriger les affaires humaines et les affaires politiques. Donc ça, déjà, ça nous éclaire, en tout cas, ça nous donne des éléments intéressants pour réfléchir à la manière dont le relativisme peut trouver sa place dans l'entreprise, dans le cadre des sciences de gestion, avec cette idée du bon conseil, de la participation, du droit à chacun de s'exprimer sur ces sujets. Et d'autre part, Protagoras, tout sophiste, tout relativiste qu'il était, lui reconnaissait, contrairement à ce qu'on a pu lui prêter. Je vous invite là-dessus à... Vous avez le dernier ouvrage de Jean-Marc Narbonne, qui est professeur à Laval, qui a écrit sur Protagoras et toutes les réévaluations qui ont lieu au cours de l'histoire, et qui montre que Protagoras était plutôt proche de ce qu'on peut appeler les pragmatistes dans sa conception de la vérité, avec notamment l'idée qu'il y aurait une sorte de proto-éthique, c'est-à-dire certes l'homme est mesure de toute chose, mais il est tout de même soumis à quelque chose de naturel, l'aidos et la dike, l'aidos, l'idée de respect, l'idée de justice, qui s'imposerait, qui serait avant même l'idée que l'homme serait la mesure de toute chose. Et peut-être qu'en ce sens, moi, je m'accorde avec Baptiste sur le fait qu'il faudrait peut-être revenir aux sophistes pour pouvoir avoir à la fois des débats un peu plus féconds et plus proches de ce qui peut nous préoccuper, à savoir comment gérer les affaires en entreprise, comment les analyser, les étudier. Et cette idée que l'homme est mesure de toute chose, quelle est sa limite pour le scientifique, pour le praticien en entreprise? Et puis d'autre part, peut-être distinguer de manière un peu plus précise
la notion de relativisme, de ce perspectivisme et de pluralité. Moi, je ne crois pas que ce soit deux débats qui se rejoignent nécessairement. On peut avoir Vous avez conclu là-dessus, vous avez dit le relativisme, c'est l'idée qu'il y a une diversité de points de vue, de situations. Bon, il y a du pluralisme, il y a des expériences très diverses, multiples, certaines que l'on voit, que l'on ne voit que tardivement, etc. Mais même chose, ce sont des questions qu'on trouvait déjà dans l'Antiquité, chez des gens comme Aristote, dans leurs réflexions. Donc, je ne pense pas qu'il y ait forcément de lien très étroit entre la pluralité des expériences vécues et le relativisme, en tout cas pas nécessairement. Et puis l'absolutisme, moi j'ai pas tout à fait compris l'idée autour de l'absolutisme. Je m'attendais plutôt à avoir des discussions, en tout cas des oppositions entre le relativisme et l'idée, pardon, dans le cadre du travail scientifique d'universel. Enfin voilà, ce sont des suggestions qui me sont venues comme ça au fur et à mesure, mais je suis pas un spécialiste du sujet, Moi, j'entends bien déjà que Baptiste a eu chaud aux fesses, puisque finalement, on a peut-être trouvé qui va nous écrire la notice sur les sophistes. Et donc, Baptiste, effectivement, applaudit à deux mains. Donc, il y a déjà deux personnes qui ont voté pour toi, Oussama. Tu vas devoir bosser. Et donc, si j'essaie de reprendre un petit peu les choses, le, le seul problème de ma première partie, c'est qu'en fait, elle est valable à différents niveaux de description et que du coup, elle a des effets, on va dire, circulaires en fonction des différents plans. Et donc, ce que tu nous rappelles avec juste raison sur la Protagoras, c'est effectivement que on peut voir Protagoras comme étant quelqu'un qui va défendre finalement l'inclusion, pour le dire en des termes modernes, et qu'il faut que tout le monde puisse être capable d'exprimer son point de vue. Donc, c'est finalement un défenseur de la liberté, alors que ses adversaires en ont fait au contraire le sophiste par excellence, c'est-à-dire celui qui brouille les cartes, qui empêche le débat rationnel, logique de déboucher, donc un ennemi de la démocratie latine. Et c'est ce que j'explique dans ma première partie, où en fait, on va créer la figure du relativiste, non pas à partir des gens qui s'en seraient vraiment réclamés. D'ailleurs, comme tu l'as très bien dit, il ne s'est jamais réclamé du relativisme, Protagoras. Ça n'avait pas de sens, puisque éventuellement, tu le dis très bien, hein, c'est l'homme mesure de toute chose. Le seul problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire mesure de toute chose? Et du coup, est-ce que de l'homme mesure de toute chose, on ne peut pas glisser très rapidement? Mais après, on n'a jamais dit que l'intéressé avait glissé, hein, ça peut être simplement la réputation qu'on lui a taillée, mais vers le à chacun sa vérité. Ben, si l'homme est mesure de toute chose, si j'ai deux hommes de taille différente, ça veut dire que j'ai deux mesures des choses et que il n'y a pas en droit une mesure qui est, entre guillemets, préférable à l'autre. Et là, je fais exprès de dire préférable à l'autre parce que c'est le vrai critère qui est le critère démocratique. Sauf que, insidieusement dans le débat, on va passer à il n'y a pas deux mesures plus vraies l'une que l'autre. Et en fait, la grande question du relativisme, c'est le statut de la vérité. Et quel statut accorder à la vérité? Est-ce qu'on peut l'atteindre? Est-ce qu'on ne peut pas l'atteindre? Mais là, déjà, on a glissé vers un autre champ, puisque la problématique n'est plus politique, qui est celle de Protagoras, mais qui, au contraire, est scientifique. Et donc, c'est la problématique cognitive, et c'est pour ça que je donne ces deux aspects dans mon texte. Donc, l'idée de la gouvernance, qui est celle que tu es en train d'évoquer avec pour faire très simple, hein, on va dire une gouvernance participative, inclusive, etc. J'aurais tendance à reprendre l'idée que Baptiste m'a soufflé d'illustrer par deux personnes en sciences de gestion, et l'opposition rêvée sur le sujet, c'est très clairement Ford, qui est un autocrate assumé dans la boîte, et tout doit passer par le chef, et qui, sans trop de surprise, a d'ailleurs des affinités électives avec certains partis extrêmes qui vont faire l'actualité historique d'une période très claire de l'histoire européenne, et versus donc Sloan pour la General Motors, qui pense que ça ne sert à rien d'imposer une décision. Il va falloir la vendre. C'est-à-dire que tant que les gens ne sont pas prêts à y adhérer, de toute façon, ils ne vont pas la mettre en œuvre. Donc, ça ne sert à rien de leur imposer. Et derrière, on a une discussion qui sont quelles sont les bonnes modalités d'exercice de la prise de décision collective. En fait, c'est ça le thème. Et donc, on va pouvoir vouloir plus d'inclusivité, plus de participation, plus de libération de la parole ou de l'entreprise, ce genre de choses. Ce sur quoi insiste mon texte, c'est qu'en disant ça, c'est bien la pluralité de points de vue,
qui est à la source, mais l'idée, c'est que ces points de vue sont soit incommensurables, ça, c'est plus une thèse politique, c'est une thèse épistémique, donc on est sur le niveau de toute façon, ils pourront jamais se parler. Mais alors, s'ils pourront jamais se parler, qu'est-ce qu'ils font depuis un certain temps? Manifestement, ils ont quand même des zones dans lesquelles ils peuvent se parler, versus, euh, puisque les thèses sont incommensurables, chacun a raison. Et donc, en gros, c'est toujours la grosse distinction entre le glissement, on va dire, de quelque chose qui a une logique politique évidente et, on va dire, une solution pratique, pragmatique, comme tu le disais, en termes de gouvernance, versus quelque chose qui satisfait les normes épistémiques strictes qu'on est censé avoir en sciences. Et très clairement, quand je suis manager en entreprise, est-ce que mon objectif, c'est de dire le vrai? Non, ça va être d'atteindre des objectifs par l'intermédiaire d'autres personnes. Donc, on a une perspective potentiellement beaucoup plus instrumentale qui est partiellement dégagée de la question de la vérité et encore plus de la justification. Est-ce que dans une entreprise, on ne fait pas de politique? Ginsberg en fait la maladie par essence de l'organisation, mais c'est parce que le fonctionnement politique est un fonctionnement en réalité normal, standard, ordinaire de l'organisation. Et donc, c'était essentiellement cet aspect politique dont on essaye de se déprendre, mais dont en fait, j'allais dire, on ne peut pas l'exclure, en fait, dans aucun de nos discours collectifs. Et c'est ça que j'essaie de mettre en avant dans la première partie. L'idée, c'est pas d'endosser la rhétorique de ceux qui seraient contre les sophistes historiques, que je ne prétends guère connaître sur le bout des doigts, enfin, voilà le cœur de mon argument. Et pour rebondir sur ton dernier point sur la pluralité, euh, justement, si tu dis la pluralité, tu n'es plus dans les catégories du relativisme tel que je l'ai défini. Parce que si tu dis pluralité, en fait, tu es dans la relativité. C'est-à-dire que bah, si je suis au nord, au sud, à l'ouest ou sur la montagne, est-ce que je vois la même chose? Non, je vais voir différents versants de la montagne. Ça ne veut pas dire que j'ai faux. C'est juste que mon point de vue, il est partiel. Et comme il est Oui, partiel, il n'est pas cette complet. illustration est assez problématique, hein. C'est votre énon. Si vous dites je vois cela du nord de la montagne, mais que vous savez que du sud, de l'est et de l'ouest, vous voyez autre chose, c'est que votre énoncé de départ est incomplet. Dire, ce qu'il faudrait dire, c'est du nord, on voit ceci, du sud, on voit cela, et là, on a un énoncé complet qu'on peut juger vrai ou faux. Enfin, l'exemple Et là, typique de. tu es en train Enfin, de partir dans une démarche qui n'est plus de nature politique, mais tu commences à chercher à voir la vérité et donc à réconcilier les points de vue. Et donc la pluralité n'est pas un problème. C'est pas non plus, on va dire, quelque chose contre lequel il faudrait lutter. Par contre, c'est la fameuse philosophie du nom de Bachelard, où si je m'aperçois que je suis capable d'emboîter les points de vue, ma théorie s'étend, 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 et devient de moins en moins fausse, comme je l'ai dit. C'est-à-dire on lui fait gagner en généralité. Le centre de mon argumentation, c'est cette bascule qui n'est pas évidente et en général sur laquelle on trébuche entre la partie politique qui est toujours un peu là et la partie cognitive à vocation scientifique. Et la pluralité, c'est de la relativité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de vue et ces points de vue, ils peuvent être incommensurables ou pas, ils peuvent être aussi complémentaires. Et ce que dirait justement le relativisme tel que je l'ai défini, c'est effectivement que à chacun sa vérité. Ce qui veut dire qu'on en va jusqu'à une implication sur un plan épistémique qui est que, au fond, la vérité, ça n'existe pas. Si la vérité s'écrit au pluriel, il n'y a pas de vérité. Là, la première chose que tu fais en utilisant les points de vue et en les complétant, c'est bien que tu cherches à aller dans le sens d'une vérité supposée unique et c'est sans doute là le plus grand élément de contestation des relativismes, et notamment à l'heure actuelle. hmm, oui. Alors, non, Mais je note, non, mais parce Sarah, que que ce tu sont peux des faire arguments assez fréquents, mais ça. même moi, je les ai connus, moi qui ai travaillé sur la complexité, l'idée, plein de points de vue possibles. En fait, on se considère qu'on est en droit de ne pas être très exigeant dans le travail de recherche, en fait. C'est-à-dire, on peut dire ce que l'on voit à partir d'où on est, on doit s'arrêter à cela. Enfin, je pense que quand a priori, on sait qu'on peut observer un phénomène de manière très différente, bon, on doit faire l'effort de le faire. Et il n'y a pas de point de vue à aller chercher, il y a juste soi-même à se C'est le bouger, quoi. principe de la philosophie du non-Bachelard. On Hmm. va aller chercher, par principe, en science, les phénomènes très différents pour justement essayer d'unifier plus ou moins tout en direction d'une seule et même chose, la vérité avec un grand V, un V majuscule. Très bien. Bon, je vais pas monopoliser l'échange, genre, j'aurais plein d'autres choses en tête, mais
Très bien, merci. Et Merci, au Laurent. plaisir d'en discuter avec toi, hein, Oussama. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors, je propose qu'on passe peut-être au tour d'Erwan. Euh, si ça te va, Erwan. Pas de problème. Alors, bon, je vais lire mon texte, hein. Puis ensuite, je laisse Baptiste et on commence à papoter. Alors, je rappelle que c'était une entrée sur le constructivisme. Donc, je bois une gorgée et je m'y mets. Alors, le constructivisme n'est pas une doctrine philosophique clairement constituée. Le mot lui-même peut désigner des courants intellectuels qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ni historiquement, ni conceptuellement, dans des domaines aussi différents que les mathématiques, la philosophie, l'architecture, les arts plastiques ou les sciences politiques. Il s'agit plutôt d'une nébuleuse de courants de pensée hétéroclites. Dans le champ des sciences humaines et sociales, on emploie souvent le mot constructivisme de manière relâchée pour désigner différentes sortes de manières de voir le monde qui n'ont en commun que de considérer que ce qui est tenu pour naturel, avec des guillemets, est en fait construit, avec également des guillemets. Cette intuition peut se décliner à l'infini selon l'objet auquel on l'applique et selon ce que l'on entend par naturel construit. L'exercice peut donner lieu à la formation de fastidieuses platitudes, comme les organisations sont déconstruites, voilà, de puériles absurdités, comme la réalité n'existe pas. Ça, c'est voilà, l'inévitable première année de philo, premier semestre de philo, épinglé dans les années 1990 par des auteurs comme Sokal et Bricmont. Mais les constructivismes ne se réduisent heureusement pas à leur caricature, bien que ces caricatures soient très répandues. La nébuleuse constructiviste, toujours dans le champ des sciences humaines et sociales, n'est pas totalement informe et chaotique. Elle s'organise autour de deux grandes familles de pensée, chacune ignorant presque totalement l'autre. Les constructivismes sociaux et les constructivismes psychologiques, entre guillemets. Le terme constructivisme psychologique n'est pas voilà, reconnu dans la littérature. C'est la terminologie que j'emploie dans ce texte pour les distinguer. La distinction, elle est discutée parfois, mais le terme lui-même, constructivisme psychologique, c'est maison. Donc, les constructivismes sociaux, étroitement liés au développement de la sociologie des sciences, prennent notamment leur source dans la philosophie marxiste de Bukharine ou de Hessen, la sociologie de la connaissance de Scheler, ou la tradition conventionnaliste de la philosophie des sciences, notamment avec Duhem. Les constructivistes psychologiques, sont de leur côté les héritiers des travaux de Piaget, mais aussi des idées de von Glasersfeld, de Vasclavit, de Bateson, et plus généralement des penseurs de l'école de Palo Alto, très influencés par la cybernétique naissante. Et là, j'attends les commentaires de Baptiste. Ces deux grandes familles théoriques sont bien trop hétérogènes pour suivre un ensemble de principes qui constitueraient un socle commun. Jean-Louis Lemoyne croit pouvoir identifier un tel socle dans l'œuvre de Jean Piaget, qui constituerait un exposé fondateur d'un édifice épistémologique au moins aussi cohérent que celui du positivisme. Et là, je cite Lemoyne. Mais il suffit de considérer l'ignorance quasi totale dans laquelle est tenu Piaget par cette autre forme de constructivisme qui est le constructivisme social pour comprendre qu'il ne s'agit là que d'un socle très partiel. Ian Hacking, en 2001, qui propose une analyse compréhensive et particulièrement éclairante du constructivisme social, ne cite Piaget qu'une seule fois, au détour d'une courte discussion de l'œuvre de Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, et ne mentionne même pas von Glasersfeld, ni Václavic, ni un quelconque autre penseur de l'école de Palo Alto. De son côté, dans le tableau qu'il dresse des épistémologies constructivistes, Lemoyne ignore complètement les apports de la sociologie des sciences et de la sociologie de la connaissance, et des auteurs comme Bloor ou Latour, figure centrale du constructivisme social depuis les années 80, sont purement et simplement ignorés. Ces deux formes de constructivisme partagent cependant une commune filiation avec la pensée kantienne. Hacking explique que Kant, je le cite là, Kant a été le grand pionnier de la construction. La construction apporte avec elle l'une ou l'autre idée critique, que ce soit la critique de la raison pure ou les critiques culturelles avancées par les constructionnistes de tendances variées.
Hein, je cite, c'est une citation de Hakim. De son côté, Jean-Louis Lemoine compte également Kant au nombre des précurseurs du constructivisme. Outre leur commune filiation kantienne, les constructivismes sociaux et psychologiques partagent une certaine aversion pour les idées de naturalité, d'essence, de propriété intrinsèque, et sont le plus souvent opposés au positivisme, avec 3000 guillemets. Le positivisme, là j'ouvre une parenthèse pour dire que ce positivisme est souvent identifié à un positivisme logique ou un positivisme kontien, plus ou moins imaginaire, réduit souvent à une fonction de faire-valoir. Sur ces grands traits fondamentaux, les constructivismes sociaux et psychologiques se rejoignent, notamment sur cette préférence pour l'extrinsèque aux dépens de l'intrinsèque. Cela ne va pas beaucoup plus loin. Dans le champ des sciences de gestion, ce sont essentiellement les constructivismes psychologiques qui sont mobilisés. Leurs différentes déclinaisons, ils sont souvent présentés comme des paradigmes épistémologiques, avec des guillemets, que devraient suivre les chercheurs pour mener à bien leurs travaux. Avenier et Gavard-Perret distinguent ainsi le constructivisme pragmatique, l'interprétativisme et le constructivisme au sens de Guba et Lincoln, toujours avec des guillemets. Ces catégorisations peuvent varier. Thiétard, en 2014, distingue ainsi l'interprétativisme, le constructivisme ingénierique et le postmodernisme. En France, et toujours pour le domaine des sciences de gestion, c'est encore Jean-Louis Lemoine qui constitue une référence centrale sur les épistémologies constructivistes. À la différence des théorisations du constructivisme social, comme le programme Ford de Barnes et Bloor, souvent employé de manière assez précise et technique par les sociologues, les caractérisations de ces différents constructivismes restent souvent floues et difficilement intelligibles. Lemoine fait ainsi reposer les épistémologies constructivistes, toujours avec des guillemets, sur deux principes méthodologiques et deux hypothèses gnoséologiques, encore avec des guillemets, dont l'hypothèse phénoménologique, toujours avec des guillemets. Pour expliquer cette dernière hypothèse, il écrit que, je cite, « Le sujet ne connaît pas de choses en soi, mais il connaît l'acte par lequel il perçoit l'interaction entre les choses. » Je ferme les guillemets. Outre qu'il est difficile de saisir la cohérence du propos tel qu'il est formulé, si le sujet ne connaît pas de choses en soi, peut-il connaître un acte en soi? Un acte n'est pas une chose. Et que signifie percevoir l'interaction entre les choses sans percevoir les choses? Et en supposant que par chose, il entende les choses matérielles, il serait donc possible de percevoir une abstraction, l'interaction entre les choses, mais pas les choses matérielles? Je ferme la parenthèse. Donc, outre qu'il est difficile de saisir la cohérence du propos tel qu'il est formulé, on voit en mal en quoi l'idée typiquement kantienne, que l'on n'accéderait pas aux choses en soi, pourrait caractériser un constructivisme. C'est en effet une idée que l'on peut retrouver chez Comte ou chez beaucoup de penseurs qui ne se réclament pas du tout du constructivisme. Le même genre d'imprécision et de flottement se retrouve dans la plupart des présentations du constructivisme, qui le plus souvent entremêlent de manière impressionniste des considérations approximativement philosophiques, au point qu'il est impossible de faire la part des choses non seulement entre les différentes chapelles constructivistes, mais même de se faire une idée claire du contenu doctrinal porté par ces chapelles. Le constructivisme en sciences de gestion se réduit donc finalement à l'intuition anti-essentialiste. Et constructiviste, celui ou celle qui entretient une certaine méfiance, voire une franche défiance, à l'endroit des notions de vérité, d'objectivité, de fait, de réalité, qui toutes prétendent dire une certaine transcendance, on retrouve une certaine transcendance et imprimer dans les esprits les idées d'universalité et d'éternité. Nous conclurons en formulant cette hypothèse. Cette méfiance et ce rejet, alors là c'est la spéculation pure, cette méfiance et ce rejet à avoir avec une crainte dans le champ des sciences de gestion, que ces grands mots soient mobilisés à des fins de manipulation dans le cadre des entreprises. Au-delà des traditions philosophiques respectives des pays européens et anglo-américains, le rapport à la hiérarchie entrepreneuriale et au managérialisme explique peut-être les affinités au nominalisme et donc finalement les caractères plutôt positivistes ou constructivistes. Dans les pays où cette hiérarchie et ce managérialisme peut être mal reçu, on aura tendance à refuser et donc à critiquer les catégories épistémologiques soutenant le déploiement des dispositifs de contrôle. Réalité de la performance,
vérité, des mesures de performance, objectivité, des indicateurs de mesure, etc. Dans un contexte plus favorable au contrôle, cette remise en cause des socles épistémologiques des dispositifs managériaux n'est plus vraiment nécessaire. Voilà. Merci pour votre attention et place à la discussion. Merci beaucoup. Alors, d'abord, la parole à Baptiste, qui se charge de discuter ces deux textes, puis après, on ouvrira l'ensemble de la salle. Baptiste, je t'épingle pour tout le monde. Hop. La parole est à toi. Merci, Président. Erwan, je te propose de procéder dans sur le même format qu'avec Laurent, c'est-à-dire un premier commentaire en parcourant ton texte dans l'ordre. L'idéal, c'est peut-être que tu l'aies sous la main parce qu'il y a quelques coquilles, comme ça on profite pour les corriger tout de suite. Et puis ensuite, quelques remarques ou plutôt questions générales. Voilà. Alors, je suis au 3e paragraphe, nébuleuse constructiviste. Sciences humaines et sociales, il manque un S à social. Attends, je m'y mets du coup carrément directement. Ah oui, là. Non, mais comme ça c'est fait et c'est pratique. Ouais, exactement. Voilà. Tu dis 3e paragraphe, première constructiviste, sciences humaines et sociales, oui, il manque un S, effectivement. Voilà. Et juste en dessous, donc tu parles des sources du constructivisme. Et alors, là, j'ai 2 remarques. Je ne sais pas si, en fait, il est nécessaire de préciser Boukharine et Essen dans la mesure où le marxisme paraît en tant que tel constituer une des sources du constructivisme. C'est assez clair, notamment dans Misère de la philosophie, dans le débat que Marx livre à Proudhon, où justement il lui reproche son culte de l'objectivité du donné et de ne pas revenir à la construction, en fait. Bon, la première remarque. Et deuxième remarque, je pense que tu pourrais rajouter les philosophies de l'histoire, qui sont, comment dire, finalement, une des premières prises de conscience que les sociétés humaines peuvent construire leur avenir. C'est vrai. Alors c'est encore très loin de l'épistémologie constructiviste, mais dans l'état d'esprit de la c'est une source d'inspiration. Voilà. Et ensuite, à la fin du même paragraphe, et tu as refait la même coquille un peu plus tard, c'est Palo Alto. Il manque le L. Je suis vraiment pas familier. Hein. Voilà. Et il y a la même faute ou coquille dans le paragraphe suivant, le 4e paragraphe. Voilà. Je ne vais pas faire croire que c'est une coquille, hein, c'est carrément une faute. Bon, voilà. Alors ensuite, je viens au paragraphe. Ces 2 formes de constructivisme partagent une commune filiation avec la pensée kantienne. Et en fait, ma remarque serait strictement similaire à celle que j'ai formulée à Laurent à propos des sophistes. Si là, il y a effectivement un nœud, ou ce nœud, une origine commune à différents types de constructivisme, je pense que tu pourrais prendre le temps d'expliquer ce qu'est la construction pour Kant. Et notamment, c'est quand même lié à la découverte que la connaissance est le fruit d'une activité transcendantale, et donc d'une construction qui est celle du schématisme transcendantal. Voilà, je crois qu'il faut peut-être prendre quelques lignes pour préciser en quoi Kant serait cette origine commune aux différents types de constructivisme. Ok, ouais, c'est une bonne idée. Et dans le même paragraphe, mais sur la page suivante, tu parles de l'aversion pour les idées de naturalité, d'essence, de propriété, et je rajouterais de données. Ah oui, bien sûr. Attends, où est-ce que c'était déjà ça? Le données. Dans le même paragraphe? Oui, juste après. Ah oui, sur essence et de données. Oui, tout à fait. Données, juste avec pas et eux, hein, juste et. Oui, tout à fait. Données phénoménologiques, voilà. Oui. Bien sûr. Alors, ensuite, une question, mais là, je pense que les collègues sont plus à même à moi de répondre. Paragraphe suivant, tu affirmes que ce sont essentiellement les constructivismes psychologiques qui sont mobilisés. Moi, il me semblait qu'un Latour connaissait un certain succès en sciences de gestion, mais je laisse la parole peut-être à des meilleurs connaisseurs que moi. C'est vraiment un point d'interrogation. C'est une question, ouais, je peux effectivement peut-être commenter tout de suite sur Latour. J'avais hésité parce qu'effectivement, mais en relisant la plupart des textes qui parlent comme ça de constructivisme, voilà, Latour est soit complètement absent, soit cité de manière rituelle. Alors oui. La théorie acteur réseau n'existe pas. Non, tu as raison sur le fait que je pense que dans les textes d'épistémologie, Latour n'est pas présent. Mais si tu prends par exemple les textes qui portent sur l'innovation,
très souvent, on va retrouver de la sociologie de l'acteur réseau et la méthodologie de la tour. Et donc, est-ce qu'il se réclame du constructivisme? Voilà. Explicitement, donc, on s'entend. mais je laisse peut-être Johan, Laurent et d'autres. Voilà. C'est une question. C'est une question. Ouais. Voilà. Dans le même paragraphe, tu parles de Tchétard et il y a un accent aigu sur le E. Oui, ça c'est une coquille. Et à la fin du même paragraphe, un S à épistémologie. Non, épistémologie constructiviste. Attends, je ne le vois pas. Le dernière ligne. Oui, les épistémologies, oui, pluriel. Oui. Ensuite, paragraphe suivant, 5e ligne, l'hypothèse avec un L majuscule, c'est un L minuscule. Et c'est un paragraphe. Il y a un L majuscule, effectivement. C'est un paragraphe, je reviens sur le fond, où finalement, tu descends le moigne. Je peux dire comme ça. Et voilà. Et en fait, je m'interroge sur l'utilité de le faire. Je ne sais pas s'il est. Alors, ça dépend. Est-ce que c'est ça? Et je pense que Oussama pourra nous répondre sur cette question. Il me semblait, au moment où j'ai écrit en tout cas ce texte, il me semblait que le moine était l'auteur central et incontournable. Alors, sur la question du contenu. moi, j'ai des pistes quand même à suggérer, mais je les réserve pour après le commentaire chronologique de ton texte. Mais déjà, tu vois, je pense que si là tu es au nombre maximum de caractères, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, moi je préfère que tu développes un peu plus le constructivisme kantien. Je mets des guillemets à cette expression qui n'existe pas, constructivisme kantien, et plutôt que d'insister sur le moine, que tu cites déjà beaucoup en fait. Si je le dis, c'est parce que tu le cites déjà beaucoup dans ton texte. Ouais, non, tu as peut-être raison. Mais voilà, ça dépend effectivement de la position de Lemoigne en ce moment, toujours dans le champ. Voilà. Ensuite, tu affirmes dans le paragraphe suivant que le constructivisme, finalement, se réduit à l'intuition anti-essentialiste. Je ne le crois pas, en fait. Enfin, je pense que c'est vrai ce que tu dis, mais en fait, il y a d'autres choses. Et notamment, ça permet de voir sous Lemoigne l'influence de Simon. Et donc, je crois qu'il y a dans le constructivisme une orientation résolution des problèmes qui est intégrée à l'épistémologie. À discuter, mais il me semble qu'il y a un projet aussi positif. C'est pas qu'un rejet, il y a aussi une vocation positive. D'ailleurs, c'est tout le discours de Lemoigne. L'influence de Simon, ouais. Oui, c'est la volonté de saisir les systèmes et de les contrôler. La résolution de problèmes, problem solving. Je veux dire, quand on lit Lemoigne, c'est l'application, la démarche de Simon aux questions de création de la connaissance. Donc, on ne sait plus très bien si c'est de l'épistémologie ou du management, en fait. Bon, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Du coup, on se rapprocherait presque de Hayek et l'idée de constructivisme comme manière de résoudre des problèmes sociaux. Et ton dernier paragraphe, je ne sais pas, en fait, c'est vraiment une spéculation. Je ne sais pas. Il me laisse dubitatif, je dois t'avouer. Je suis d'accord sur tout le reste, mais celui-là, il me laisse dubitatif, je dois te le dire. Voilà, je ne sais pas ce que les autres en ont pensé. Alors, écoute, moi aussi, il me laisse dubitatif, mais voilà, comme j'avais carte blanche pour donner un point de vue, j'ai donné un point de vue. J'ai quelques remarques générales. La première est un narcissisme élémentaire, c'est que j'ai écrit sur Lemoigne. La deuxième, notamment dans un numéro spécial fondateur de la SPSG. Oups. Un double narcissisme, une double faille narcissique personnelle et collective. Voilà. Donc bouchons la faille. Ensuite, voilà, je suggère quand même de considérer que Lemoigne, et c'est pour ça, et ça rejoint en fait ton dernier paragraphe, c'est quelqu'un qui a été formé aux États-Unis, qui est retourné très régulièrement sur les États-Unis, qui a importé la cybernétique et la recherche opérationnelle en France. Et donc, il ne reflète pas pour moi qu'on ait un caractère français de l'épistémologie. Il correspond justement à une forme d'américanisation de l'épistémologie par rapport à des traditions que Laurent a citées, Bachelard en l'occurrence. Là, on est vraiment dans une tradition française de l'épistémologie. Et donc, moi, je suggère aussi d'aller en amont de Lemoigne voir ce qu'il a pris à Simon.
Donc j'insiste là-dessus parce que le moine s'y réfère tout le temps. Tout le temps. D'ailleurs, par exemple, la traduction, c'est le moine qui a traduit les sciences artificielles de Simon. Ah, pour dire que la proximité qu'il y a, et je trouve que ça donnerait peut-être un aspect moins franco-français au constructivisme comme tu le présentes. Ouais. Voilà. On Et revient un peu à Simon. un dernier point, bon, qui pareil, c'est une question que je pose, mais je trouve que il y a un autre point commun entre les deux types de constructivisme que tu distingues, c'est la naturalisation de la connaissance. C'est vrai. Ça, oui, non, tu as raison. Ça, j'aurais pu le. Oui. Et du coup, il faudrait que j'explique le rapport à la nature quand je parle de naturalisation, effectivement. Ouais. Voilà. Oui, ça, je l'ai. Ça, c'est. C'est presque des démarches anti-épistémologiques, si j'ose dire ça. Enfin, oui, il y a des épistémologies Non, mais naturalisées. je mets des. Mais oui, je guillemets, comprends. mais voilà. Ouais, je le note. Voilà, écoute, Erwan, Bah, écoute, merci beaucoup. Hein, c'était je t'en prie. très utile. Ouais. Donc, attends, je note ça. Effectivement. Très bien. Bon, ben, on peut commencer à. Est-ce que tu as des éléments de Erwan, avant d'ouvrir? Est-ce que tu as des éléments de réponse ou de réaction en plus à ce que disait Baptiste, ou est-ce qu'on ouvre aux réactions de la salle? Voilà, j'ai réagi au film de l'eau. Hein, je n'ai même pas répondu parce qu'effectivement, la plupart des remarques la totalité des remarques de Baptiste sont parfaitement pertinentes. Donc, j'ai juste à les prendre en compte. Je vais essayer de voir. Je connais très mal Simon, hein, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire de son côté un petit peu. Sur Latour, il faut effectivement qu'on regarde un petit peu, mais je ne suis pas sûr vraiment que Latour soit. Je sais que Latour est cité beaucoup, effectivement, dans toute la littérature sur l'innovation. Normal, hein, ça, c'est voilà. Je ne suis pas sûr qu'il soit effectivement associé aux perspectives constructivistes. Je pense pas. Enfin, voilà, c'est vraiment une question ouverte. Et pour le reste, effectivement, il y a des points qu'il faut que je développe. Ouais, tout à fait. Et Oussama va me dire si je dois continuer à taper sur le moine ou si je peux m'en dispenser pour développer des points plus intéressants, notamment sur le constructivisme kantien. Alors, bon, moi, j'ai plein de questions. Alors, la première des choses qui est très intéressante, c'est de faire le lien justement que tu ne fais pas entre le constructivisme comme nébuleuse et le relativisme. Parce que, Ouais. en fait, c'est souvent une des questions qui est sous-jacente. Et donc, là-dessus, je pense qu'il y a vraiment des points importants à jeter, puisque dans la galaxie constructiviste, puisque moi-même, j'avais écrit un article sur le sujet dans un ouvrage fondateur sur le constructivisme, c'était un des points que je défendais en montrant que, en fait, il y a plein de sensibilités. C'est pour ça que tu vas avoir, si je reprends une terminologie péqueusienne, du constructivisme à épithète, du constructivisme social, psychologique, à la Gouba Lincoln, pragmatiste, et tous ces trucs-là, c'est pour dire quoi? C'est en gros, nous embêtez pas, c'est notre parti politique à nous. Et donc du coup, la question, c'est est-ce que l'essence, on va dire, du constructivisme, c'est une position épistémologique? C'est-à-dire, comme ils s'en sont réclamés, est-ce que c'est un positionnement épistémologique ou est-ce qu'au contraire, c'est un positionnement politique pour avoir justement une place et une visibilité dans le champ et c'est pas la moindre des contributions franco-françaises de Lemoigne que d'avoir légitimé justement un certain nombre de choses par sa position. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper sur l'apport. L'apport épistémologique de Lemoigne me semble être faible pour être charitable. L'apport politique de Lemoigne est immense parce que ce qu'il a permis d'accomplir dans le champ français n'existait pas avant lui. Et du coup, dans le constructivisme, moi j'avais proposé la notion de constructivisme justement radicalisé. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une forme de pensée extrême du constructivisme, et c'est celle que tu commençais à citer en introduction en disant des gens qui vont dire la réalité n'existe pas. Et en fait, derrière, c'est une manière de dire à chacun sa vérité, et on revient à la théorie de l'homme-mesure de Protagoras, oui, mais qui a une implication comment en termes de gouvernance et donc politique, ou au contraire un sens cognitif.
Et très Dans, souvent, dans les mon sens, c'est gens... même pas radical. Hein, ce genre de choses, c'est pardon, niais, en c'était fait. peut-être Voilà, sifflé. non, Ah pardon, nul c'est et non sur mon avenu, quoi. ordinateur. Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, juste pour dire que dans mon esprit, ce genre de bêtises, c'est même pas radical, quoi. Voilà, c'est des choses qu'un étudiant de première année, ou de premier semestre, il a pas encore assimilé les concepts qui mobilisent. Donc, c'est juste des bêtises naïves, quoi. Je ferme ma parenthèse. Ah, est-ce que Laurent est avec nous? Non, Laurent n'est plus. Ah, voilà. Oups. Laurent ne t'entend plus. Ça a coupé ton micro en cours de route. Voilà. Tu m'as entendu? Tu as entendu ma réponse ou pas? Non. Okay. Désolé. Non, je disais juste, parce que tu parlais du constructivisme radical à propos du début de mon texte. Dans mon esprit, c'est pas radical, c'est bébête. Voilà. C'est des choses qui sont pas très intéressantes. Mais très souvent, et c'était vraiment là-dessus où j'appuie, hein, c'est l'intérêt du constructivisme, c'est d'ouvrir une institution qui était autrement fermée à d'autres thématiques, à d'autres méthodologies. En tous les cas, l'apport historique du constructivisme en France, il est visible ne serait-ce que par cette dimension-là. Et ça, c'est une dimension qu'évidemment tu n'abordes pas. Voir ensuite après quand éventuellement tu peux avoir les mésusages de l'étiquette constructiviste, où tu les qualifies de bébêtes, oui, mais enfin bon, il y en a quand même un certain nombre qui ont osé affirmer de faire un lien de façon postmoderne, puisque tu n'emploies pas le mot et compagnie. Mais est-ce qu'on peut être constructiviste et postmoderne? Et derrière, un certain nombre vont dire non, parce que le postmoderne, il est radicalisé dans le collage, etc. Bah, en fait, il est constructiviste radicalisé en réalité, puisque on est en train de juxtaposer des trucs qui sont incommensurables, donc on revient sur à chacun sa vérité. Enfin, voilà en tous les cas des Non, prolongements mais importants. sur le lien avec le relativisme, j'ai pas voulu parler du relativisme ou du postmodernisme, parce que là, effectivement, ça parlait. Voilà. Soit, effectivement, je commençais à en parler, mais il fallait que j'en parle de manière un petit peu plus précise, et dans ce cas-là, je faisais 3 articles. Soit, voilà, je me concentrais sur le constructivisme. Effectivement, oui, bien sûr. À la base, pour moi, le constructivisme est une forme de relativisme. Voilà. C'est ce Et que je pense que tu il n'y a penses, pas de mais il constructivisme faudrait que sans tu le dises. relativisme. Par contre, il peut y avoir des relativismes sans constructivisme. Bon, voilà. Je suis d'accord avec toi. Chose. Le postmodernisme, c'est encore pire. On sait, voilà. Voilà, eux-mêmes ne savent pas trop ce que c'est. Oui, il y a des constructivistes, il y a des postmodernistes en tout cas qui se réclament du constructivisme et inversement, et puis d'autres effectivement qui s'en défient. Sur la dimension politique du constructivisme, oui, c'est quelque chose. Je ne sais pas si j'aurais la place mais effectivement, si je coupe sur la moine, je pourrais aussi en parler. Mais c'est vrai qu'il faudrait ajouter cette dimension politique parce que c'est quand même. King insiste d'ailleurs dessus beaucoup, hein, sur la dimension libératrice de ce mouvement. Je vais le noter aussi. Ici, non, ici plutôt. Ajouter mention politique. Alors, en sciences de gestion spécifiquement, oui, si, je pourrais peut-être, même si j'y connais pas grand-chose, en dire 2 mots. Mais oui, je vois effectivement, c'est transparent de toute façon dans les textes constructivistes, qu'il y a une volonté de se libérer des hiérarchies entrepreneuriales, managériales. C'est un petit peu, en fait, c'est un petit peu ce que je dis dans le dernier paragraphe, même si le dernier paragraphe, je le dis de manière, voilà, de manière très spéculative, en brodant sur des considérations presque géopolitiques. Mais l'idée, c'est que oui, le constructivisme est là, effectivement, pour essayer de défaire des carcans managériaux dont on souhaiterait saper les justifications épistémologiques, métaphysiques, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, on veut s'en débarrasser. Donc, c'est très clairement, effectivement, la dimension politique, quelque chose qu'il faudrait peut-être ajouter à ce texte. Et à un moment, tu semblais me demandais si c'était soit épistémologique, soit politique. Voilà,
C'est les deux. C'est les deux. Mais effectivement, il faut parler de cette dimension politique. Je suis d'accord. Juste reprendre la parole, puisque Baptiste vient de dire qu'il devait partir, mais avant qu'il parte, le remercier pour la discussion, non pas d'un texte, mais de 2 textes. Merci beaucoup. Non, c'était très précieux. Hein. C'est super. Merci infiniment, Baptiste. Moi, j'ai remercié dans le chat. Chocolat, 10 petites minutes. Je vous écoute. D'accord, d'accord. Alors, vu que j'ai interrompu tout le monde, et pour rendre à Jean-Louis ce qui appartient à Jean-Louis, je pense qu'il est important de déconstruire et critiquer et faire l'archéologie de ces passages-là, de voir quelles étaient les limites, les abus, les caricatures. Il se trouve que la toute première conférence de la SPSG, quand ça s'appelait pas encore la SPSG, était avec Jean-Louis Lemoigne, qui avait assez bien expliqué la portée politique au sens de faire une rupture dans le champ pour pouvoir faire des choses nouvelles. Hein, ce que je fais là, je fais vraiment écho à ce que disait Laurent, et que ça passait par dire des choses des fois un peu rapides, sans du tout légitimer à la fois les ambivalences de la personne et les raccourcis, voire caricatures, et des fois des abus, hein, vraiment. Et là où ça marche, je suis vraiment d'accord avec toi, où il y a une tendance, mais il n'est pas le seul. On caricature quelqu'un, puis tout de suite on se met sur ses épaules, et en le caricaturant, on garde la hauteur, et en même temps on diminue la contribution de ceux d'en dessous. Alors, il n'est pas le seul, mais c'est vrai qu'il a fait ça. Voilà, c'est assez opportuniste, mais l'opportunisme était au service de quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas servi la personne, alors, on peut refaire le match en se disant que de toute façon, ça aurait eu lieu, mais en France, sans Lemoigne et ses caricatures, d'une certaine manière. Alors, on ne fait pas partie en moyenne, là, dans les gens qui sont en ligne de cette génération-là, mais pour le dire un peu vite, sans lui, il n'y a pas nos directeurs de thèse et directrices de thèse qui permettent de faire des choses un peu différentes. Et je connais une bonne partie des noms dans la salle en ligne qui nous a influencés et formés. Donc ça a permis d'ouvrir la voie. C'est là où je pense que de mettre l'accent sur la contribution politique, tout en soulignant bien les limites philosophiques, hein, et les rhétoriques employées dans le raisonnement de Lemoigne. Voilà, on peut refaire le match en se disant que quelqu'un d'autre l'aurait fait ou que d'autres l'auraient fait ou que machin, mais il y a quand même forcé de constater qu'après qu'il ait écrit ça, il y a quelqu'un d'autre qui a pu écrire ça, puis il y a quelqu'un d'autre qui a pu écrire ça. Alors, on peut se dire que de toute façon, Alain-Charles Martinet aurait écrit et Yvon Péqueux aurait écrit, et puis on aurait eu l'Offer actuel, et tout dans la pile à ces approximations, et il y a des choses dont il faut faire la critique. C'est absolument tu veux dire évident. que Hatchwell, c'est à cause de Lemoigne? C'est nécessaire, mais pas suffisant. Non, mais voilà, qu'il y a quand même une généalogie, et que voilà, c'est dur d'en enlever un bout. Oui, non, je vois. Oui, c'est un... Voilà, sans en faire l'apologie et sans excuser du tout. Vraiment, je pense qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire reconnaître l'importance dans la généalogie, et en même temps montrer que c'est plus que des limites, hein, et on l'avait déjà dit assez tôt dans les forums divers et variés de la SPSG, mais que voilà, le chemin s'est fait, et que pour clarifier le sens du mot politique, c'était une manière de perturber le champ, et de laisser la possibilité à d'autres de construire des choses qui n'auraient pas forcément été possibles de construire auparavant. Voilà, je me retrouve à défendre et à faire vraiment de défendre la contribution de Jean-Louis Lemoigne, mais je pense que d'un point de vue politique, elle était importante. C'est pas grave, je te ferai réciter 10 passages de Bouffresse, ça te purifiera.
On arrive à la fin de l'heure et demie. Juste avant de complètement clore, la prochaine séance, ce sera le mardi 10 décembre avec Yvon Péqueux qui viendra nous parler de modélisation. Hein, pour ceux qui connaissent un peu ce qu'il a écrit, c'est un sujet qu'il a déjà beaucoup travaillé, donc on connaît un peu ses thèses, mais voilà, il va venir nous parler de tout ça. Merci à Laurent et à Erwan pour leur contribution respective et merci encore à Baptiste pour sa discussion. Merci à toi, Johan, pour ce séminaire et merci aussi à Baptiste pour ses remarques vraiment super, super utiles. Et salut merci à tous. À bientôt, au revoir. À bientôt. Et merci aussi à Oussama. Merci, au revoir.